Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Au cœur de l'Assemblée nationale, fait un focus aujourd'hui sur les textes relatifs à la Commission électorale indépendante, la CEI. Avec moi sur ce plateau, Monsieur Mbassou Ouattara Abbas. Il est enseignant, député de la Nation élu à Yopougon, rapporteur général de la Commission permanente chargé des affaires générales et institutionnelles, et il est vice-président du réseau africain des parlementaires pour l'évaluation du développement. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir, madame la directrice. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Alors aujourd'hui, nous parlons des textes de loi relatifs à la Commission électorale indépendante. La CEI, telle que nous la connaissons aujourd'hui, en 2020, est le résultat d'un processus de mutation qui a une histoire. Et cette histoire nous est contée aujourd'hui par Natimea. Depuis l'avènement du multipartisme en 1990, le ministère en charge de l'administration du territoire était l'organe qui assurait l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. En 2000, le pouvoir d'alors crée la Commission nationale électorale, en abrégé CNE. Elle était composée de représentants de la société civile et des structures techniques étatiques. Dirigée par M. Honoré Guier, docteur en droit, la Commission nationale électorale était une entité unique. 2001. Selon la Constitution du 1er août 2000, il est créé une nouvelle institution dénommée Commission électorale indépendante, CEI, qui est chargée de l'organisation et de la supervision des référendums et des élections en Côte d'Ivoire. À l'opposé de la CNE, la CEI est composée d'une commission centrale et des commissions locales. 2005. Les accords de Pretoria réaménage la composition des instances de la CEI. Ainsi, en 2010, la commission centrale était constituée de 2 représentants désignés par chaque parti signataire des accords de Marcoussis, d'un représentant du président de la République et d'un représentant du président de l'Assemblée nationale. En 2015, une nouvelle CEI est constituée. Elle était composée de 17 membres, dont un représentant du président de la République, 4 pour les partis au pouvoir, 4 pour les partis de l'opposition, 4 pour la société civile et 4 représentants de l'administration. 2020, la commission centrale de la CEI est recomposée, passant de 17 à 16 membres. Elle est composée d'un membre proposé par le président de la République, un proposé par le ministre chargé de l'administration du territoire, 6 de la société civile, un magistrat proposé par le Conseil de la magistrature, 3 pour les partis au pouvoir et 4 pour les partis de l'opposition. Rappelons que depuis sa création en 2001, la CEI a organisé 11 différentes élections et un référendum. 3 présidents ont dirigé cette institution. De 2001 à 2009, M. Robert Begré-Mambé, de 2009 à 2019, M. Youssouf Bakayoko et depuis le 30 septembre 2019, M. Ibrahim Koulibaly Cuibier. Monsieur le député, ce bref rappel historique vous parle certainement. Absolument, absolument. Ce rappel, il faut même aller un peu plus loin. Donc, voir dans les années, dans la législature 90-95, ici même à l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires PDCI, RDA et Front populaire ivoirien avaient déjà, dans le souci de la transparence des élections de 1995, conclu un accord en 14 points qui devait régir donc l'élection présidentielle et les élections locales qui allaient suivre. Mais chemin faisant, le Rassemblement des Républicains est né, le FPI est sorti de l'accord et avec le Rassemblement des Républicains, le Front républicain a vu le jour et a continué la démarche pour obtenir des conditions consensuelles d'une élection apaisée en Côte d'Ivoire. Et c'est chemin faisant, donc, il y a eu la rupture de 1999, mais déjà en 1995, faute d'avoir eu une commission électorale indépendante, le président Bédié avait pris donc un décret en septembre 1995 pour installer une commission de supervision donc, des élections et d'arbitrage, CNCA, Commission nationale de supervision des élections et d'arbitrage. Cette commission n'a pas eu un grand rayonnement, puisque autour des années déjà 99, il y a eu la rupture et la junte militaire a installé donc en 2000
la commission consultative constitutionnelle et électorale pour élaborer la constitution de la Deuxième République et le code électoral qui ont été donc adoptés par référendum organisé par l'administration. Tout comme les élections de 1995 qui avaient été organisées par l'administration, le référendum avait été organisé par l'administration, mais avec la supervision de la COSU, présidée à l'époque par M. Honoré Guié, commission de supervision du référendum. Et cette COSU a donné naissance à la CNE, la Commission nationale électorale, présidée par la même ressource humaine, M. Honoré Guié. Et comme le code électoral prévoyait la création d'une commission électorale indépendante, un décret présidentiel a été pris en 2001 pour installer donc la première commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire, présidée par M. Camille Oguié. Et c'est cette commission donc qui devait continuer jusqu'en 2015, puis est survenue la rupture, la seconde rupture institutionnelle dans le pays. Et au retour de Linas Markoussi, les protagonistes se sont retrouvés à Pretoria, où donc en 2005, il a été admis là-bas que seuls les signataires de l'accord politique de Markoussi devaient être membres de la commission électorale indépendante. Et c'est comme ça que nous avons évolué jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, un bon complément historique pour bien clarifier la situation de la CEI. Alors, que savent les populations de la CEI? Eh bien, nous allons suivre ensemble ce micro-trottoir conduit par Georges Aboya. La CEI, avant les élections, elle fait donc la révision de la liste électorale pour voir ceux qui sont à même de participer à l'élection en cours ou à venir. Après ça, donc, l'appel à candidature aux différents candidats des différents partis politiques est lancé. Chacun vient s'inscrire et le programme des élections est donc déroulé. Elle se doit de ne soutenir aucun candidat et permettre que les élections se déroulent de manière transparente. Moi, je voudrais que la CEI soit impartiale. Monsieur le député, la population semble bien connaître la CEI. Absolument. Je vous invite à écouter un de vos collègues, le député Koné Aboubakar. Il est élu à Daloa, il est enseignant, économiste et il est reçu par Timité Alibaba dans la grande interview. Monsieur le député Koné Aboubakar, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'élu de la circonscription électorale de Daloa, commune sous préfecture. Oui. Vous êtes aussi membre de la commission des affaires générales et institutionnelles, la CAGI, oui, ici même à l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la loi relative à la CEI. Alors en 2001, à quoi répondait l'institution de cette commission? Et en 2001, nous avons connu la mise en place d'une structure administrative indépendante. Mais avant la mise en place de cette structure, nous avons connu des structures qui organisaient les élections. Et malheureusement, cela aboutit en 1999 à un coup d'État en Côte d'Ivoire où il y avait manque de confiance entre les différents acteurs politiques. Et donc, il était question de mettre en place une structure qui puisse mettre tout le monde en confiance. D'où le 9 octobre 2001, il a été mis en place une autorité administrative qui était chargée d'organiser les élections et pour recréer la confiance entre les différents acteurs politiques. Alors, quelles sont les attributions de la CEI? Les attributions sont simples. La CEI est chargée d'organiser les élections, elle est chargée de la supervision, du déroulement des élections et du suivi et du contrôle de ces élections dans un cadre démocratique. Alors, parlant donc de la composition de la CEI, qui sont les acteurs principaux de cette commission? Les acteurs principaux de cette commission, ce sont déjà les représentants des partis politiques. Comme ce sont ces partis politiques qui ne se faisaient plus confiance, ils sont les premiers acteurs de cette structure électorale. Et il y a la société civile. Et nous avons le président de la République qui a un représentant et le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation qui a un représentant. Alors pour le cas présent, qui sont ceux qui représentent la société civile au sein de la CEI? Pour le cas présent et dans cette nouvelle CEI, nous avons le représentant du barreau qui fait partie, donc un avocat est désigné par le barreau pour faire partie de la CEI. Nous avons la commission des droits de l'homme
qui a un représentant et les organisations non gouvernementales qui ont 4 représentants dans cette nouvelle structure. Donc, en gros, la société civile a 6 représentants. Alors, monsieur le député, qui sont ceux qui sont habilités à être membres de la commission électorale indépendante? L'une des premières conditions, il faut être ivoirien. Et il faut être majeur, mais le plus important, c'est d'être honnête, donc jouir de tous ses droits civiques et aussi être à jour de la fiscalité. Mais même en remplissant ces conditions, il faut que tu sois désigné par les structures citées tout à l'heure. Alors, les membres de la CEI, est-ce que ces membres-là sont astreints à certaines obligations? Lorsque vous êtes désigné par une entité, une personnalité, une organisation, il faut nécessairement, une fois à la CEI, il faut respecter les conditions de la CEI, de neutralité. Donc, effectivement, les membres de la CEI ne doivent pas être vus dans les groupements politiques ou les débats politiques, car ils doivent rassurer eux les acteurs politiques, eux la population. Et en plus, le plus important, les membres de la CEI ne peuvent pas participer à des élections organisées par la CEI. Alors, monsieur le député, quelle est la différence entre l'ancienne et la nouvelle CEI? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu véritablement beaucoup de changements au niveau de la CEI. La CEI avait 17 membres et après de 17 membres, la CEI était revenue à 15 membres. Tout simplement parce que dans les anciennes CEI, nous avions les représentants du ministère des Finances qui ne fait plus partie de la CEI. Nous avons le représentant du président de l'Assemblée nationale qui ne fait plus partie de la CEI. Mais en son temps, nous avons eu des religieux qui faisaient partie de la CEI. Et aujourd'hui, toutes ces entités ne font plus partie de la nouvelle CEI. Monsieur le député, j'ai envie de vous demander, c'est vous qui votez la loi. Oui. Alors vous n'avez pas pu plaider pour le maintien de l'Assemblée nationale au sein de la CEI? Oui, aujourd'hui, les députés se sont mis comme en quelque sorte des contrôleurs de ce système démocratique qui est en train de se passer. Et donc les députés ont préféré ne pas être des acteurs de cette CEI au cas où il y avait peut-être des blocages pour que les députés puissent véritablement et valablement intervenir, raison pour laquelle nous nous mettons en position de contrôleur de cette structure, parce que quand il y a des difficultés, on revient toujours à l'Assemblée nationale. Il est mieux d'être dans ce rôle-là pour que la démocratie puisse vraiment s'éclore totalement en Côte d'Ivoire. Alors, monsieur le député, actuellement, est-ce que tous les membres de la commission électorale siègent? Dans les discussions, il y a un poste en supplément a été donné à l'opposition. Donc désormais, l'opposition aura 4 représentants à la CEI et le parti au pouvoir 3. Et c'est le seul poste vacant de l'opposition qu'on vient d'attribuer qui est en attente d'avoir un titulaire. Merci, monsieur le député, pour ces précisions apportées à la bonne lecture et à la bonne appréciation de la loi sur la CEI. Je voudrais vous remercier. Merci. Monsieur le député, nous venons d'écouter donc la composition de la commission électorale indépendante. Nous avons entendu la présence d'un membre représentant le président de la République. Comment l'expliquer que le président de la République est un représentant au sein de la CEI? Il faut noter qu'il y a une évolution de concept. On ne parle plus de représentants, mais de personnalités proposées, qui donc jouit d'une indépendance des pensées et d'une autonomie d'action. Parce que c'est une personnalité qui a été proposée par une autorité. Mais il ne représente pas le président de la République. Le président de la République dans tous les actes de la CEI aujourd'hui. Il agit par lui-même, il réfléchit par lui-même. Mais sa présence donc au sein de la commission électorale indépendante, le fruit du dialogue politique initié par le gouvernement avec les acteurs politiques. En 2019 déjà. En 2019 déjà, avec les partis politiques et la société civile. Des points d'accord ont été trouvés lors de ces discussions et ces points d'accord ont été transposés dans un projet de loi qui est arrivé donc au Parlement. Les 2 chambres du Parlement ont examiné et adopté. Ensuite, le président de la République a promulgué le texte après donc l'épreuve du Conseil constitutionnel. Donc toute présence aujourd'hui au sein de la commission électorale indépendante est conforme à la Constitution, donc on n'a pas à rougir. D'autant plus que ce n'est pas la première fois.
La CEI, donc défunte, comptait déjà un représentant du président de la République. Et même si on veut aller plus loin, les CEI ont toujours eu des représentants du président de la République. Il y a également au sein de cette CEI la société civile. Qu'appelle-t-on société civile? Il faut entendre par société civile toutes les organisations, toutes les associations qui mettent au devant de leurs activités la défense de leurs intérêts. Intérêts corporatistes, intérêts culturels, intérêts économiques, intérêts scientifiques, intérêts donc environnemental. Quel est leur rapport au sein de la CEI? Leur présence aujourd'hui au sein de la CEI est un élément pour tempérer les excès de la droite, de la gauche ou de la majorité et de l'opposition. Ils sont donc comme les arbitres parmi donc les acteurs politiques. Monsieur le député, si vous deviez résumer la CEI, que diriez-vous? Résumer la CEI, pour moi, reviendrait donc à la meilleure compréhension que nous devons avoir. La CEI n'est qu'un instrument de gestion des élections, de la planification à l'élection et de l'élection au résultat et plus loin à l'examen qu'on fait après donc les résultats pour tirer les leçons donc des réussites ou des échecs. Alors je voulais vous demander, la CEI, vu sa composition, son fonctionnement, son organisation, a-t-elle les moyens de faire échouer ou de faire gagner une élection? Je dois dire que les élections ne se gagnent pas à la CEI. La CEI ne peut pas faire gagner un candidat. Parce que le cycle électoral est bien connu. On gagne les élections dans la maîtrise des textes, comme je l'ai dit, mais dans la maîtrise même du cycle électoral. Les opérations électorales avant le vote et toutes les opérations qu'on fait après le vote, donc pour aboutir au rapport que la CEI dépose donc au président de la République et aux différents chefs d'institution, dont le président de l'Assemblée nationale. Et c'est la compréhension de ce cycle électoral qui permet aux candidats, aux groupements politiques, aux partis politiques de marquer sa victoire étape après étape. La CEI ne peut pas faire gagner une élection. Alors, la CEI ne peut pas faire gagner une élection. Pourquoi tant de crispation, tant de tensions en période préélectorale autour de la question de la CEI? Je pense qu'il y a la non-maîtrise donc du processus électoral, comme je viens de le dire, mais il y a surtout que dans notre pays, on a connu une évolution avec des coalitions qui se font et disparaissent, qui se défendent selon le contexte. Certains acteurs agissent par opportunisme et on pense que c'est à la CEI qu'il faut se battre pour gagner. On s'érige en juge du contentieux électoral en lieu et place de la commission électorale indépendante et en lieu et place du juge constitutionnel, donc le Conseil constitutionnel. C'est ça qui amène les débats, les incompréhensions, les imbroglios. Alors ailleurs, comment ça se passe? Disons, les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, c'est des CEI qui organisent? Comment ça se passe? Dans la plupart de ces pays francophones, vous avez une commission électorale qui organise les élections. Sauf que le mode de désignation ne part pas toujours de la même autorité. Au Togo, c'est l'Assemblée nationale qui désigne les membres de la commission électorale indépendante. Au Bénin, vous avez le gouvernement et l'Assemblée nationale proportionnellement au nombre de députés par groupe parlementaire qui désignent donc les membres de la commission électorale. Au Mali, au Burkina, en Guinée, vous avez une parité. L'opposition et le parti, la majorité, ont chacun un nombre de représentants connus à la commission électorale. Mais dans toutes ces commissions, en plus donc des acteurs politiques, vous avez l'accompagnement de la société civile. Et de l'administration. Et de l'administration, bien sûr. Monsieur le député, nous allons nous tourner à présent vers Natimea, qui a en sa possession les questions des internautes. Elle pose la question, à vous de confirmer ou d'infirmer. Au regard de la configuration actuelle de la CEI, peut-on dire que cette institution est indépendante?
Monsieur le député? Oui, on peut, sans risque de se tromper, dire que la commission est indépendante parce que, tout comme la première CEI donc de 2000, qui était présidée par un membre de la société civile, aujourd'hui, on a un magistrat hors hiérarchie qui préside donc aux destinées de cette CEI. Et il faut se rappeler que déjà, la constitution de la Troisième République, la constitution du 8 novembre 2016 fait une séparation nette entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le président de la République n'est plus le chef du Conseil supérieur de la magistrature. C'est une affaire des magistrats et c'est ce conseil qui a désigné, qui a proposé un représentant à la commission électorale indépendante et qui préside donc aujourd'hui aux destinées de cette commission. Mais quand on va plus loin, on peut regarder que, on peut observer que parmi les vice-présidents, vous avez 3 vice-présidents à la commission électorale indépendante. Il y a un de la majorité, un de la société civile et un de l'opposition. Donc, dans ce présidium, président et vice-président, la majorité est minoritaire. Quand vous descendez au niveau du secrétariat permanent, le secrétaire permanent est de la société civile, il a un adjoint de la majorité, un adjoint de l'opposition. Sur les 3, la majorité qui gouverne est minoritaire. Que ce soit dans le présidium, que ce soit dans le secrétariat permanent, et même dans l'assemblée des membres de la commission électorale indépendante, l'opposition a 4 représentants et la majorité a 3 représentants. Voilà. Deuxième question. Ne serait-il pas aisé de mettre en place une CEI consensuelle à l'image de celle de Linas Markoussi pour les élections apaisées? Monsieur le député? Oui, la CEI de 2000, proposée donc par l'accord politique de Pretoria en 2005, est la résultante de l'accord de Linas Markoussi. Les résolutions de Linas Markoussi étaient des résolutions de sortie de crise. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes sortis de la crise. Nous sommes revenus à une vie institutionnelle normale, déjà jusqu'en 2015. Et aujourd'hui, nous sommes donc à la Troisième République avec une nouvelle constitution. Donc cette CEI, qui ne contenait que des signataires de l'accord politique de Linas Markoussi, ne peut pas revenir aujourd'hui, puisqu'il y a des acteurs même de Linas Markoussi qui n'existent plus en tant qu'entité. Le contexte est complètement différent. Donc il y a des acteurs de Linas Markoussi qui n'existent plus en tant qu'entité politique sur l'échiquier ivoirien. Monsieur le député, que dit l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples concernant la CEI, bien sûr? Oui, je ne vais pas citer l'arrêt intégralement, mais relever quelques points forts de l'arrêt qui a reconnu que la loi créant la commission électorale indépendante est une bonne loi, est une loi donc adaptée à la constitution de la République de Côte d'Ivoire. L'arrêt a reconnu que la commission centrale est bien équilibrée et qu'il faut avoir des réglages au niveau des démembrements de la commission électorale indépendante, c'est-à-dire dans les commissions régionales, départementales, communales, sous-préfectorales et certainement dans les commissions à l'extérieur. Quelle obligation pour l'État de Côte d'Ivoire vis-à-vis de cet arrêt? Tout arrêt qui va contre l'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire est en droit de ne pas en tenir compte. Monsieur le député, juste un mot sur l'agenda du président de l'Assemblée nationale avant qu'on ne se sépare. Après avoir présidé la 2e réunion annuelle de l'APF le 6 juillet par visioconférence, M. Amadou Soumaoro s'est rendu à Paris le 20 juillet, toujours dans le cadre des activités relatives à l'APF. Outre les séances de travail au bureau de l'APF à Paris, il a également rencontré en tête-à-tête le 23 juillet la secrétaire générale de l'OIF, Mme Louise Mushikiwabo, au menu, entre autres, la diplomatie parlementaire. Monsieur le député, la diplomatie parlementaire, ça vous parle? Absolument. C'est un monde aujourd'hui d'interaction des parlements francophones du monde. Et la Côte d'Ivoire a l'honneur d'avoir un de ses vaillants cadres, un de ses vaillants fils en la personne de son Excellence Amadou Soumaoro, présider l'Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est-à-dire l'ensemble des pays francophones du monde. C'est un honneur qui réjaillit sur l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, sur le Parlement ivoirien, sur la Côte d'Ivoire, sur l'État de Côte d'Ivoire dans son entièreté. Il faut savoir que l'Assemblée parlementaire de la francophonie est une institution
de l'OIF. C'est pour cela que le président a justement rencontré Mme Moshiki Wabo. Merci, monsieur le député. Merci bien. Je rappelle que vous êtes enseignant et député élu à Yopougon. Vous êtes rapporteur général de la commission permanente chargée des affaires générales et institutionnelles. Et c'est justement votre commission qui a planché sur les textes de loi relatifs à la CEI. Et je rappelle aussi que vous êtes vice-président du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement. Merci. Merci pour votre disponibilité. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre magazine de ce jour consacré aux textes relatifs à la CEI, la Commission électorale indépendante. Il faut retenir que la CEI est composée des forces vives de la nation, politique, société civile, magistrature, administration. En un mot, la CEI, c'est l'affaire de tous. Merci et à très bientôt.